Hello YouTube, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui je vous emmène dans une vraie aventure haletante, comme un film. Sincèrement, l'histoire que vous allez entendre aujourd'hui est vraiment hallucinante. Je suis avec mon invité du jour, Mathieu Langlois. Mathieu est un médecin anesthésiste qui s'est spécialisé dans la gestion de crise. Il a d'ailleurs été en charge du RAID. Vous savez, cette fameuse entité de la police française qui est vraiment là pour gérer les crises. Et il était le médecin en chef, donc celui qui devait concrètement organiser les secours médicaux quand il y avait des crises. On a notamment parlé durant cet épisode de la gestion qu'il avait eue avec toute l'équipe du RAID, de la crise tragique du Bataclan en novembre 2015. C'est saisissant, c'est également évidemment très intéressant et vous allez voir particulièrement émouvant. J'ai particulièrement aimé cet épisode parce que je trouve que Mathieu a une très belle personnalité, une personnalité dans le service, dans le don de soi, qui nous partage merveilleusement au travers de ses mots. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira autant qu'à moi et je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Mathieu Langlois. Bonjour Mathieu. Bonjour Pauline. Je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais commencer, si ça vous va, par une citation que j'ai trouvée, que vous auriez dite ou écrite et que j'ai trouvée intéressante. J'aimerais bien vous la lire et que vous puissiez élaborer dessus. Alors, cette citation, c'est « Pour moi, le courage n'est pas autre chose que la capacité à prendre des risques. À mes yeux, c'est une notion indispensable pour faire bouger les lignes et l'une des manières d'être audacieux, c'est de simplifier. » Je veux bien que vous m'expliquiez ces mots parce que ça peut paraître un peu contradictoire et je pense que le mieux, si ça vous convient Mathieu, c'est peut-être via un exemple ou un moment qui vous vient à l'esprit où on pourrait allier courage et simplification. Oui. Alors, je sais pas si c'est moi qui est. Alors, c'est pas une citation, mais c'est une phrase qui est elle, par contre, issue de nombreuses citations sur le courage. On peut citer, il y a Mandela ou même Einstein qui reprennent un peu à la fois l'un l'audace et l'autre. Je crois que c'était une citation de Mandela qui disait que le courage c'était pas l'absence de peur, mais c'était la capacité à vaincre cette peur. Alors c'était mieux dit. Et en fait, là, ce que vous venez de dire, c'est juste en m'inspirant de toutes ces citations et évidemment de mon expérience personnelle, parce que au-delà des mots et au-delà des phrases, ce qui est important et ce qui est intéressant à transmettre, c'est plus son expérience avec aussi ses doutes, ses faiblesses et la peur, la confrontation à la peur, à l'incertitude. De toute façon, il faut surtout pas bomber le torse. Ça, je l'ai appris depuis de nombreuses années. Et c'est ce que j'essayais de dire, peut-être, je sais pas à quelle occasion j'ai pu dire ça, mais ça veut juste montrer que même si on est très préparé, même si, entre guillemets, on peut renvoyer une image de personne forte, qui a confiance en elle, qui est capable d'encaisser des situations très anxiogènes, très stressantes, et ben on a quand même évidemment des doutes, des peurs et il faut surtout pas les être dans le déni ou les banaliser. Faut les accepter et tout le travail, c'est de montrer et de savoir, parce que le montrer c'est important, mais c'est surtout être honnête avec soi-même et avoir cette capacité à aller au-delà au-delà de ces peurs, qu'elles soient individuelles ou collectives, pour continuer à avancer. Et c'est ce qu'on demande à des professionnels qui interviennent dans des contextes très particuliers. Et alors ça, évidemment, je l'ai vécu un paquet de fois. Ouais, c'est ça, j'allais vous dire, la peur, effectivement, il n'y a pas de courage sans peur, mais vous avez déjà eu peur, soit pour votre vie, soit pour des personnes que vous deviez soigner, que vous deviez aider. Enfin, vous auriez un moment qui vous vient à l'esprit particulièrement marquant à cet égard? Mais des peurs, j'en ai tout le temps, et ce qui est intéressant, c'est de passer de l'émotion à l'action. Ça, c'est ce qui m'intéresse.
c'est le transfert, et le transfert souvent, mes activités professionnelles m'obligent à faire ce transfert dans l'urgence, entre guillemets dans l'urgence, c'est-à-dire à vite être dans l'action. Mais ce mécanisme de passer de l'émotion à l'action, c'est quelque chose que j'entretiens, je vais pas dire au quotidien, parce que heureusement il faut se reposer, parce que c'est très consommateur d'énergie à tout point de vue, mais néanmoins c'est indispensable, et c'est un entraînement quasi permanent. Et ça, vous l'avez dit, ça se passe aussi bien au bloc opératoire, en secours, quel qu'il soit, et évidemment avec le RAID, parfois on poussait encore plus loin les limites, avec un niveau d'intensité qui était extrême. Ça se cultive du coup le curage. Enfin, vous pensez qu'avec vos années de travail, notamment au RAID, et puis même en tant que médecin, en fait, vous êtes devenu plus courageux? Alors ça, je dirais sûrement pas ça, parce que le courage, d'abord, c'est une notion qui, pour moi, est plus difficile que celle qui est d'avoir confiance en soi et en son équipe pour traverser des situations que au départ on ne maîtrise pas, qui sont plus fortes, qui entraînent des émotions. Et ce qui, moi, m'importe, c'est comment, justement, on va être performant malgré tout ça. Alors, certains résumeraient ça par le courage. Moi, c'est un mot qui pour moi, est assez limité. Ce qui est intéressant et ce qui demande de l'entraînement, là, en revanche, c'est cette capacité à la fois individuelle et collective, à la fois de bien se connaître, de connaître ses limites, et de connaître ensuite les mécanismes qui soient individuels et qui soient ensuite appuyés par un collectif pour être performant malgré toutes ces agressions. Vous avez toujours pareil, un exemple, un moment précis qui vous vient à l'esprit où la préparation et cet entraînement a été déterminant dans le fait de réussir à aller au-delà de votre peur et de la situation, quoi. Ouais, c'est sûr que là, si je fais appel à ma mémoire, c'est-à-dire que je vais tout de suite me souvenir du Bataclan, qui était évidemment, là encore une fois, on parle de la très haute intensité, avec une situation qui était dramatique, on n'a même pas besoin de l'expliquer. On était très près, ça faisait des années qu'on se préparait au RAID, et en particulier les médecins, sur une action médicale de secours dans des situations, le terme est un peu désagréable, mais ce qu'on appelle maintenant les tueries de masse. Et depuis un certain nombre d'années, on s'était vraiment focalisé et entraîné à ces situations-là. Donc oui, on était très préparé, mais on était préparé en intégrant une notion indispensable, qui était de dire que même si on a les outils, même si on a la structure, même si humainement on est les bonnes personnes, on va en prendre plein la gueule. Et ça, il faut surtout en avoir bien conscience. Faut surtout pas bomber le torse, encore une fois. Et dans la préparation, c'est indispensable. Et on a trop, malheureusement, on est trop dans un monde parfois d'images où on se ment à soi-même. Et ça, c'est dans ce genre d'activité, ça peut être extrêmement dangereux. Si on veut jouer si on veut jouer au super-héros qui est plus dans la représentation, on va se planter sévèrement. Est-ce que vous pourriez... Je le dis gentiment. Hein. Non, mais vous avez raison de le rappeler. Et puis surtout pour des personnes comme moi qui sont quand même... on a eu la chance, entre guillemets, de ne jamais être confronté à des situations de telle violence et de telle crise. C'est vrai qu'on peut même pas imaginer comment on réagirait, et je trouve ça... précieux de savoir que malgré la préparation, en fait, vous savez que vous-même, vous allez être un peu sous le choc, quoi. Et donc, c'est pour ça que je serais assez reconnaissante si vous pourriez nous parler de comment ça s'est passé, cette fameuse nuit du Bataclan. Alors, je sais que vous en parlez énormément dans votre livre « Médecins du RAID, vivre en état d'urgence ». Vous faites vraiment le récit des conditions d'intervention de ces médecins qui opèrent en situation de crise. Et là, c'en était plus qu'une. Mais est-ce que vous pourriez faire ici le récit de ce qui se passe pour vous en tant que médecin concrètement? Comment est-ce que ça démarre? Et puis finalement, c'est quoi les actions qui arrivent au titre émotionnel aussi, ça m'intéresse. Oui, parce que ce soit dans le livre ou par rapport à ce que vous venez de dire,
justement, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout pas de décrire l'aspect très technique du métier de médecin ou de secouriste. Je pense que c'est très particulier. C'est pas forcément ce qui est intéressant. En revanche, raconter comment humainement on a fait face à cette situation en acceptant ses émotions. Alors le terme de choc, peut-être il est pas forcément totalement approprié. C'est-à-dire que justement nous l'obligation qu'on a, mais par la préparation, c'est de ne pas tomber dans la sidération. Par rapport à des événements aussi dramatiques soient-ils, toute la préparation, et dans la préparation, il y a aussi ce qu'on est au fond de soi, c'est-à-dire que on a aussi des qualités, il y a des qualités innées, et puis il y a des qualités acquises qui s'entretiennent. Mais justement, l'intérêt, il est de passer de l'émotion à l'action de façon quasi automatique, sans être dans le déni par rapport à ses émotions, mais surtout pas tomber dans la sidération, parce que la sidération, après, c'est compliqué. Une fois que vous êtes en état de sidération, la sidération, c'est une protection du cerveau, et une fois que vous êtes dans cet état-là, c'est très compliqué. Alors par soi-même, c'est impossible. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui vous aident justement à vous remettre dans l'action pour être performant. Or nous, l'intérêt, c'est justement qu'on soit ces personnes-là qui soient capables d'emmener les autres malgré toute cette agression et toutes ces émotions. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé le 13 novembre au soir. Et c'est ce que je raconte bien au-delà de l'aspect technique. Est-ce qu'on mettait les garrots ou pas? Ça, c'est entre guillemets, c'est pas ce qui moi me paraît intéressant. Mais donc vous, à titre personnel, quand vous arrivez sur place. Donc, j'imagine que vous étiez quand même un peu au courant enfin, je ne me rends pas compte d'ailleurs, mais vous étiez un peu au courant de ce qui se passait, donc vous saviez que ça allait être très dur, donc vous vous préparez déjà à ce moment-là à ne pas être sidéré. En plus. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est quoi les émotions quand vous arrivez sur la scène et que vous voyez ce qui se passe? Déjà, si on est honnête, faut bien expliquer que on est. Au départ, on sait qu'on part sur des attentats et qui sont multiples avec des blessés, des morts. Mais c'est franchement, les informations sont très floues parce que on est dans une phase de chaos. Qui dit chaos dit des informations qui sont totalement folles dans ces moments-là, qui sont en tout cas imprécises et qui nous permettent pas, nous, de construire la réponse qu'on va mettre en place. Et donc, il y a tout un moment où il faut accepter ce que j'appelle la page blanche, c'est-à-dire que dans la crise, par rapport à la réponse à la crise ou à ce qu'on appelle la gestion de crise, on a trop tendance à vouloir être on accélère, les process, on récite des plans et tout. Or, il y a un temps initial qui est indispensable, c'est ce qu'on appelle la page blanche, c'est accepter au départ que la crise est plus forte que nous et d'essayer de la comprendre, d'essayer de comprendre qui est là, qui travaille, qui a quelle émotion, qui comment, et ensuite on va développer les bons outils. Mais si vous le faites dans l'autre sens, là encore une fois, c'est un risque d'erreur et on le voit. On le voit malheureusement sur chaque crise, c'est systématiquement le même schéma, c'est-à-dire qu'on agit ou on veut que nos plans fonctionnent alors qu'on pense même pas à réfléchir à savoir ce qui se passe réellement. Et ça, c'est un premier temps, et c'est aussi dans ce temps-là qu'on passe mentalement de l'acceptation des émotions à une action qui va être partagée, qui va être efficace, intelligente, tout ce qu'on veut. Et quand vous arrivez sur le terrain et que vous découvrez la réalité, quel est le temps nécessaire à cette page blanche? Il est très court parce qu'on s'est extrêmement entraîné, qu'on l'a visualisé, qu'on a anticipé, qu'on a de très nombreux outils. Quand je parle d'outils, c'est qu'on a des process avec nous. Mais donc il est court parce qu'on est entraîné, mais néanmoins il est là. Et c'est-à-dire quand on rentre dans le Bataclan, la première chose c'est l'observation. C'est de l'observation, et moi j'étais concentré uniquement sur l'observation médicale, c'est-à-dire que je m'occupais
pas ou très peu de l'aspect sécuritaire, la menace, ou est-ce que sont les terroristes, quel type d'armes, d'explosifs ils peuvent utiliser, parce que là je suis totalement sous l'autorité, ou en tout cas en confiance avec tous les membres du RAID qui sont avec nous. Par contre, moi je suis uniquement concentré sur comment on va organiser le sauvetage des victimes. Sur l'aspect secours, c'est mon rôle. Mais ça demande aussi une observation. C'est-à-dire qu'il faut pas tout de suite s'occuper du premier blessé qui était même pas qui était déjà sur le trottoir. Donc, si on fait ça, on a tout perdu. Hein, c'est ce qu'on apprend en médecine de catastrophe. Hein, c'est d'avoir d'abord faire un point de situation et avoir une vision globale sur la situation, pour ensuite pouvoir prioriser des choix, mettre en place des tactiques pour être réellement performant. Et là, concrètement, alors après, j'ai pas envie qu'on révèle des secrets ou des choses que vous ne pourriez pas dire, mais concrètement, quand vous arrivez sur place, vous faites cet état des lieux mentalement, ça se passe en équipe, vous en discutez, vous avez le temps. Enfin, j'aimerais vraiment qu'on visualise, en fait, quand on est face à de telles situations où, en plus, il y a quand même un risque qui pèse très, très lourd sur votre propre sécurité, malgré le fait que vous ayez confiance dans le reste de l'équipe du RAID. Mais du coup, comment est-ce qu'on prend des décisions à tête froide alors qu'on est dans l'œil du cyclone ? Comment ça s'organise ? C'est-à-dire, c'est tout seul dans votre tête parce que vous êtes très préparé, vous en discutez rapidement, vous vous retirez. Comment ça se passe concrètement ? Alors, il y a différentes étapes. D'abord, le passage de la peur à la confiance, on va dire, il se fait avant l'entrée. Enfin, en tout cas, pour moi, je parle de mon cas, hein, c'est-à-dire que pour moi, je sais très bien à quel moment j'ai switché entre une peur qui est indispensable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas peur à ce moment-là, c'est qu'il y a un truc dans votre cerveau qui déconne complet. Et ça, c'est très dangereux. Et ces gens-là, on en veut en général dans les sélections au RAID, on fait tout pour ne pas les recruter. Donc, il faut avoir conscience du danger, conscience de tous les stresseurs externes. Il faut aussi bien connaître ces stresseurs internes, parce que c'est souvent les plus dangereux. Et donc ensuite, après, passer dans un rôle de leader, ou un rôle d'acteur, entre guillemets. Et ça, en tout cas pour ma part, je pense qu'il faut le faire avant, dans cette phase de page blanche, si on encore une fois, si on schématise. Et après, une fois qu'on est dans l'action, là, il faut plus se poser de questions. Faut évidemment bien connaître et bien maîtriser tous les outils qu'on a travaillés. Donc, ça s'improvise pas. C'est-à-dire que tout le monde comprendra bien que on a été efficace parce que on avait énormément travaillé en amont. Et puis après, c'est une vraie coordination. C'est pas seul. C'est pas seul où on décide, tiens, j'ai une bonne intuition, je vais prendre telle décision. Non, c'est un vrai travail de coordination entre tous les acteurs, certains qu'on connaît. Donc ça, c'était le cas pour le RAID. Et ce qui a été pour moi une vraie nouveauté que j'avais probablement pas identifié à ce point, c'est qu'on allait évidemment s'appuyer sur tout un tas d'autres personnes qu'on ne connaissait pas, qui nous connaissaient pas, et ça a super bien fonctionné grâce à des outils humains. Et ça, on peut développer pendant des heures. Mais moi, je me souviens très bien de la tête de policiers de la BAC ou du commissariat. Évidemment, je n'imaginais jamais me retrouver dans ce genre de situation avec eux, et inversement. Et ensemble, on a réussi à faire vraiment un travail formidable, c'est-à-dire à évacuer l'ensemble de la fosse avant l'assaut au premier étage. Eh ben, est-ce que Mathieu, dans ce genre de cas, l'improvisation, ça existe ? Est-ce qu'on est obligé d'improviser, ou est-ce que finalement c'est tout ce que vous nous décrivez, c'est issu de tout ce travail de préparation qui a eu lieu pendant des années et des années auparavant, qui fait que le jour où ça arrive, vous savez pas exactement ce qui va se passer, il y a la page blanche, mais en fait vous êtes méga préparé
et globalement, vous savez ce que vous avez à faire. Alors l'objectif, moi, dès le début, quasiment, enfin dès qu'on rentre, l'objectif, je le connais. Ça, on avait depuis 2012, on avait développé une doctrine pour ça, c'est-à-dire en gros, on parle d'une zone de danger extrême. Et l'objectif pour nous, pour les médecins, c'était d'évacuer au plus vite tous les blessés qui étaient pris au piège de cette menace, enfin, quelle qu'elle soit. Donc l'objectif, il était très simple et très clair, et ça, clairement, il n'y avait pas de plan B. Après, comment on allait y arriver? Alors, il n'y a pas d'impro, mais il y a beaucoup d'agilité et d'adaptation. C'est-à-dire que l'impro, ça donnerait l'idée que on a, c'est au doigt mouillé, on va bien voir ce qui marche pas. C'est pas ça. C'est-à-dire que c'est une adaptation parce qu'on maîtrise énormément de process et d'outils, qu'on a eu surtout une confiance collective qui fait que ce sera plus de l'intuition qui va nous guider et de l'audace qui va nous permettre moi j'aime beaucoup parler de transformation dans l'urgence, c'est-à-dire que grosso modo, si on arrive avec un cadre hyper rigide, avec des plans hyper rigides, ça ne marchera pas. À l'inverse, si on arrive avec rien du tout, ça marchera pas non plus. Et donc, en fait, le truc, c'est d'arriver avec, oui, des plans, mais des plans qui sont simples, qui sont plus tout un panel d'outils qu'on va pouvoir plugger et adapter en fonction de la situation. Et ça, dans l'entreprise, ça, évidemment, il y a énormément de similitudes. Alors qu'un plan, un énorme plan, souvent beaucoup plus complexe qu'on ne voudrait, finalement, on voit bien, et sur chaque crise, c'est hyper révélateur, c'est le plan qui se fracasse en premier. Hein. Et donc là, là, il y a deux solutions. Cette première phrase, cette histoire de simplification, quoi. En gestion de crise, il n'y a pas le choix, de toute façon. Ouais, mais il faudrait en être capable à chaque fois. C'est ce qui est compliqué parfois. Mais moi, je crois beaucoup à la simplification. J'ai connu aussi, évidemment, malheureusement, la crise Covid. On voit bien que les solutions qui ont apporté, qui étaient efficaces au début, c'était souvent des choses très simples, qui n'étaient pas forcément prévues dans tous les plans, qui étaient assez audacieux et qui venaient souvent de l'opérationnel, c'est-à-dire de la base, de soignants dans des petits hôpitaux, dans des petits centres de secours, et qu'on mis en place, qu'on essayé d'innover, de trouver comment ils pouvaient s'adapter à une situation qui, de toute façon, au départ, les dépassait. Or, des plans... Par exemple de ça ? J'en ai plein, mais alors que les plans pandémie, ils existaient. Ils existaient, personne les a ouverts, mais ils existaient. Alors je dis personne parce que j'exagère, j'aime bien provoquer, mais et oui, j'ai des exemples. Il y a le SAMU 92 par exemple a mis en place des bus pour faire pour faire en fait une ambulance qui puisse être capable de transporter non pas un seul malade, mais jusqu'à 4 malades graves de réanimation en même temps. À la Pitié, on avait développé aussi ce qu'on appelait une cellule dynamo pour faire des transferts en utilisant les ambulances privées. Dans l'Est, il y a eu aussi plein d'initiatives. Il y a eu énormément d'initiatives locales de gens de terrain qui ont apporté des innovations, qui ont apporté à chacune à leur échelle finalement de très belles solutions qui ont finalement permis à la fois de limiter la surcharge hospitalière, de mieux organiser des transferts. Et à chaque fois, si on prend la liste, on retrouve les mêmes outils. Et dans l'outil, il y a là évidemment la simplification. Vous faisiez un parallèle tout à l'heure entre cette gestion de crise complètement extraordinaire, dans le cas du Bataclan, d'une attaque terroriste ou du Covid, d'une pandémie à l'échelle mondiale. Donc la gestion de crise vraiment au sens propre du terme et le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, vous donnez d'ailleurs beaucoup de conférences et vous expliquez beaucoup les liens entre le monde de l'entreprise et votre monde initial, le monde médical. Est-ce que vous pourriez me dire finalement, pour vous, quels sont les parallèles les plus forts ou quels sont peut-être les
les enseignements, les conseils les plus marquants qu'un entrepreneur ou qu'un manager pourrait retirer de cette gestion de crise au sens propre du terme? Ben, c'est ce que je m'efforce à faire, c'est-à-dire montrer que la crise, c'est pas uniquement celle qu'on peut voir dans les chaînes d'information continue, où il y a une émotion nationale, collective, qui fait que tout le monde s'identifie à ce qu'est une crise dite médiatique ou de haute intensité. Bon, la crise, c'est quelque chose que chaque organisation, que individuellement, même au sein d'une famille, on peut vivre. C'est une agression, c'est une agression c'est un environnement qui s'est transformé, qui nous agresse et sur lequel, au départ, on va être en difficulté avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a ce qu'on peut qualifier d'agents agresseurs externes ou de stresseurs externes, et puis il y a tout ce qui va être interne. Et ce que j'aime raconter et ce que j'aime transmettre dans l'entreprise, c'est on travaille trop sur essayer de mettre des pare-feux sur ce qui nous vient de l'extérieur, c'est-à-dire la prévention ou la maîtrise du risque, qui nous prend énormément de temps et d'énergie. Or, on voit sur la plupart des situations, et j'ai plein d'exemples, alors le mot crise n'est pas forcément le plus adapté à ce moment-là, mais tout un tas d'événements graves. En fait, finalement, ce qui est le plus destructeur vient de l'intérieur. De l'intérieur de la structure, de l'organisation, de la communication entre les personnes. Et là, on peut en citer, enfin, il y en a énormément, mais c'est sur ces... Ça vous embête, Mathieu, de me donner juste pour qu'on visualise bien et qu'on comprenne bien, si vous avez un exemple pareil, sans dévoiler des choses dévoilables. Mais un exemple que pour moi que j'ai vécu, moi j'ai vécu, alors je vais pas rentrer dans trop de détails, mais j'ai vécu des drames au bloc opératoire, par exemple, des complications où on sait bien, alors déjà sur ce qui entraîne l'accident, c'est un ensemble d'événements qui sont souvent liés à l'humain et non pas au process, à ce qu'on va appeler tout ce qui va être la prévention des risques. Finalement, on voit bien que c'est l'humain qui est la clé de tout. Et qu'ensuite, comment l'équipe va se comporter, comment elle va être performante alors qu'il y a une situation qui est très agressante, parce que c'est la réalité. Et ben, on voit bien que c'est finalement pas tellement ce qui vient de l'extérieur qui va nous impacter fort et qui va avoir des grosses conséquences. C'est ce qui va devenir de l'intérieur. C'est comment on va se faire confiance, ou au contraire comment on va se déchirer, comment on va mal accepter les erreurs ou les échecs, comment il y aura une fuite en termes de responsabilité. Alors je sais que c'est des choses que vous reprenez régulièrement dans vos podcasts, mais ça c'est très très vrai, et à chaque fois, pour moi, tout est dans ce qu'on va appeler les facteurs humains internes, et c'est ça qu'il faut travailler. Et c'est ça que j'essaye maintenant de partager, parce que j'ai fait évidemment plein d'erreurs, et il n'y a pas de vérité entre guillemets. C'est un sujet qui est tellement complexe et qui repose sur l'humain. Donc celui qui pense qu'il a la méthode infaillible, il se plante complet. Et pour vous, même une entreprise entre guillemets lambda, d'une taille moyenne, allez, mettons une centaine de personnes, pas le devoir, parce qu'on n'a pas le devoir, mais aurait intérêt en fait à se préparer justement à gérer mieux ces facteurs humains quand il y a une crise, parce qu'en fait des crises il y en a tout le temps et qu'elles peuvent être à petite échelle. Parce que je vous pose cette question parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui disent ok, c'est très bien Pauline et Mathieu ce que vous nous racontez, mais en fait moi j'ai pas toute la journée en tant que chef d'entreprise ou que manager des crises de cette ampleur à gérer, et donc en quoi est-ce que ça me sert? Est-ce que ça me rajouterait pas juste du boulot cette histoire? Eh ben, faut le mettre à l'épreuve, c'est-à-dire faut créer des exercices qui vont servir de révélateurs. Et ça, c'est assez parlant. C'est-à-dire que quand vous mettez un collectif et que vous le mettez,
sous forme pédagogique, hein, mais que vous le mettez, vous créez justement des situations d'agression, vous voyez comment finalement le collectif va se comporter, comment le chef va se comporter, comment on va pouvoir ou pas faire émerger des leaders, comment d'un côté on risque de verticaliser, ou au contraire, on va être plus dans une délégation, dans une simplification et dans s'appuyer pour un chef, s'appuyer sur des leaders de terrain qu'il aura probablement pas identifié avant. Et ça, c'est vachement intéressant. Et ça, c'est rien. Je pense que malheureusement, il y a rien de plus parlant que soit reprendre des situations passées et de faire une vraie analyse qu'on peut appeler les retours d'expérience ou les rétex ou les rex, soit créer des situations, créer en fait des exercices dits de crise et voir comment les équipes réagissent. Et là, dès le départ, il faut avant de faire l'exercice, il faut déjà dire attention, c'est un exercice. Le but, c'est pas de vérifier tout ce qui va bien, c'est de voir justement comment, avec honnêteté, on va se comporter. Et puis ensuite, il faut lier à ça l'obligation de chercher des améliorations collectives. Et si vous mettez ça en place, j'ai quand même maintenant un peu d'expérience, évidemment que tout le monde y voit un bénéfice. Après, ça peut prendre un peu de temps, mais finalement, c'est peu d'énergie quand on voit l'énergie dépensée pour faire parfois de la planification de risque, où à chaque fois on va passer à côté de finalement le risque qui va nous faire exploser. Je pense qu'il peut y avoir du temps consacré à une préparation humaine des équipes pour être justement sur un modèle plus agile, qui est capable de simplifier, qui est capable de déléguer, d'être moins vertical. Ou moi, si je prends les situations très stressantes, on voit malheureusement, on a tous tendance à verticaliser, à accélérer. Et à se replier sur soi. Verticaliser, ça veut dire aller le chef chercher le chef devient le leader, quoi, et prend les décisions. Le chef est le chef, quoi. Et voilà. Et ça, c'est un modèle. Évidemment que de temps en temps, un chef, il faut qu'il soit un vrai chef. Mais moi, ce que j'ai toujours vécu, que ce soit dans les dans les services de secours, en médecine d'urgence ou au RAID, j'ai vécu des situations vraiment très stressantes et moi, j'ai jamais adhéré à une verticalisation des ordres. Si la personne n'a aucune légitimité, aucune authenticité par rapport aux actions qu'il va déléguer, en période vraiment tendue, ça ne marche pas. Ça va être de l'obéissance, mais qui entraînera pas l'adhésion nécessaire pour être capable on parlait de transformation, de mutation d'une équipe à haute cinétique. Ça demande autre chose, ça demande une vraie confiance, une vraie capacité à incarner ce qui est un leader qui souvent vient de la base et qui va lui faire remonter tout le monde et emmener tout le monde vers des actions. Et c'est exactement ce qui s'est passé, que ce soit pour Dynamo, là, pour le Covid, pour le Bataclan et pour tout un tas d'autres situations. Oui, c'est pas forcément celui qui a été élu ou le chef officiel qui, en réalité, va faire preuve de plus de leadership dans ces situations de crise, quoi. Il y a différents types de leadership et le leadership des situations de crise, il peut, et même vous constatez que souvent, il vient plutôt du bas, quoi. En tout cas, du terrain. Ouais. Ça, c'est compliqué, hein. Moi, j'ai beaucoup échangé avec des chefs d'entreprise. C'est vrai que la notion, le leader, c'est pas un statut, c'est une fonction. Et ça, c'est vachement important. Et au RAID, on travaillait beaucoup. Le médecin au RAID, s'il pense qu'il a un statut, ça marchera pas. Par rapport à l'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital, moi, je travaille beaucoup dans les sélections là-dessus, c'est-à-dire que quand on vient, mais un médecin, je vais être provocateur, mais on a quand même des bons égos. Il y a une fierté, des années d'études. Bon, et c'est vrai que à l'hôpital, on a un vrai statut. Quand
voilà, quand on accueille un polytraumatisé, quand on est dans un bloc opératoire, notre légitimité, elle vient beaucoup de notre statut, nos diplômes, les titres, tout ce que vous voulez. Et les équipes vous confèrent un rôle de leader sur ces statuts. Et au RAID, moi, j'ai vraiment appris, c'est assez frappant. C'est-à-dire que, clairement, je vais résumer, mais vos diplômes, ils s'en foutent complètement. Ah bah. Mais ils les connaissent pas même. Non, mais ils se doutent que vous avez des diplômes. En me concernant, je pense qu'ils avaient des vrais doutes, mais mais je plaisante. Mais oui, ils s'en foutent. En tout cas, ils vous font très vite comprendre que c'est pas parce que vous avez des diplômes que vous allez faire le job, et surtout qu'ils vont vous faire confiance. Et ça, c'est génial parce que ça vous oblige. Et pour un médecin, ça fait énormément de bien. Ça vous oblige à trouver un autre moyen pour qu'il vous fasse confiance. Et c'est quoi ce moyen? C'est le résultat? Eh bien, ça va être, c'est pas c'est plein de moyens, mais ce sera sur votre comportement humain et votre comportement dans l'action que, au fur et à mesure des événements qu'on va traverser ensemble. Alors c'est beaucoup des exercices, mais pas uniquement. Et c'est à ce moment-là que ils vont vraiment vous montrer qu'ils ont totalement confiance en vous et vice versa. Et ce lien de confiance, une fois qu'il est là, après faut l'entretenir. Mais ça y est, vous êtes admis entre guillemets dans la bulle. Ça met combien de temps en général? Vous pourriez nous donner une fourchette de mois, années? Alors, c'est très personne dépendant, mais c'est pour ça qu'il y a des sélections. Parce que le problème, c'est qu'il faut que ça soit efficace quasiment dès l'entrée. Moi, je vais vous raconter, j'ai un jeune médecin, alors qui est moins jeune maintenant, mais il a signé son contrat le 3 janvier 2015. Et le 7 janvier, il était seul avec une équipe à faire tout ce qu'on a suivi, c'est-à-dire la traque des frères Kouachi, intervenir à l'hypercachère, et donc il est passé de nouveaux arrivants à tout de suite un membre à part entière sur lequel l'équipe avait entièrement confiance. Parce que moi j'étais sur d'autres missions, j'avais une autre équipe, et vous imaginez bien que on peut pas passer notre temps au téléphone en disant si, attends, c'est un bon mec, puis si, tiens, attends, je vais t'envoyer son CV, et puis si, fais-lui confiance. C'est grotesque. Or, c'est indispensable que le lien de confiance dans cette bulle, je parle de cellules autonomes, il soit ultra solide. Et donc la sélection, la détection, où on parle dans l'entreprise maintenant de talent détection, ça a tout son sens. Sauf que pour un médecin, finalement, le piège, c'est que moi, je m'étais adapté au fonctionnement du RAID, c'est-à-dire que je cherchais pas des bons médecins. Alors évidemment, je mesure mes mots, c'est-à-dire évidemment que je cherchais le premier filtre, c'était des médecins très compétents sur les hémorragies, sur les blessures graves, sur les voilà. Mais bon, c'était peut-être le premier critère. Mais après, je prenais beaucoup de temps à essayer de trouver des personnes qui humainement avaient toutes les garanties pour que ça se passe bien dès leur admission. Et là, c'est beaucoup plus compliqué en fait. C'est clair. Parce que mais ça permet de gagner ce temps. Ouais, et puis surtout, sinon c'est malheureusement une prise de risque qu'on ne peut pas avoir pour que ça se passe mal en intervention. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une confiance totale entre nous, le risque c'est que ça se paye très cher. Et ça c'est pas, je veux dire, on est une trop petite équipe. Il n'y a pas de plan B, donc faut surtout pas se planter.
sur le recrutement. Et comment vous faisiez du coup pour pas vous planter sur le recrutement, parce que Dieu sait que c'est difficile. On sait, d'abord c'est pas du 100% malheureusement. Et puis, on passait beaucoup de temps justement à essayer de profiler des bons candidats. Et puis après, c'est le rôle des sélections, c'est d'aller chercher justement d'aller pousser aux limites pour voir quelles sont les ressources dans des situations très complexes. Et la semaine de sélection du RAID, c'est que ça pendant plus d'une semaine à très haute intensité. Alors pour les médecins, on le faisait beaucoup plus léger, parce qu'on va pas noyer des médecins dans une piscine, par exemple. Ça coûte trop cher. Comment est-ce que vous, Mathieu, vous en êtes arrivé à vous engager pour le RAID? Parce que à la base, si je me trompe pas, donc vous aviez le rêve d'être médecin. C'était quelque chose que vous avez eu très petit, ou comment est-ce que tout ça s'est fait? Médecin? Ouais. Ou d'abord médecin. Non, alors très petit, médecin, c'est des longues études, donc on est déjà. Non, mais je veux dire la décision de devenir médecin. Moi, je voulais faire en fait, je voulais être gendarme de haute montagne quand j'étais petit. C'était mon rêve. Et donc après j'ai fait médecine, puis après dans ma carrière médicale j'ai toujours essayé de faire beaucoup de SAMU, de secours, voilà. Et après il y a eu une opportunité, mais par le sport, pour intégrer le RAID. Évidemment je connaissais le RAID et le GIGN, et comme tout petit garçon, alors ça me faisait pas rêver en tant que tel, mais évidemment c'était des unités que je trouvais intéressantes. Je savais même à peine au début. Alors quand j'étais médecin, je savais qu'il y avait des médecins parce que je les avais croisés sur d'autres opérations, mais moi en tant que SAMU ou au bloc opératoire. Donc et j'avais des copains qui étaient médecins au RAID en particulier. Donc je savais que ça existait, mais voilà, c'était pas un fantasme du tout. Et surtout les bons candidats. Moi je dis toujours, les bons candidats, c'est ceux qu'on va chercher, c'est pas ceux qui tapent à la porte. Ça c'est vrai dans l'entreprise, mais c'est vrai aussi au RAID. Donc quand on m'en a parlé, d'abord j'ai pris le temps parce que je trouvais que c'était un engagement qui était quand même pas simple et qu'il fallait qu'il soit partagé au niveau familial en particulier. Fallait pas se précipiter. On retourne un peu sur la page blanche. Donc j'ai pris du temps et puis après je me suis engagé, mais à ce moment-là je me suis engagé à 200% et pour des raisons qui étaient surtout de vivre une aventure humaine, et ça j'ai pas été déçu. Vous disiez, c'est intéressant que c'est une décision qui doit se faire de manière partagée avec la famille, parce que c'est clair que quand on prend autant de risques, et puis aussi j'imagine l'investissement de temps, c'est déjà le cas quand on est médecin de base, mais disons que là c'est probablement encore bien plus fort. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette conversation de je veux pas que ça soit indiscret, mais tellement important en fait que les décisions professionnelles de cette ampleur soient partagées dans un couple. Comment est-ce que ça s'est fait? Tout naturellement, par des échanges, par aussi du respect de l'autre. Il faut laisser du temps. Moi, je crois beaucoup. Le temps est un très bon allié. Alors, j'ai divorcé depuis, donc c'est un peu parfois compliqué d'en parler, mais je pense que mon ex-femme me connaissait très bien. Je suis pas sûr qu'elle était hyper enthousiaste à l'idée que j'intègre le RAID, parce qu'elle savait aussi ce que ça voulait dire en termes d'engagement, de temps, comme vous l'avez dit. Donc elle était elle était très intelligente et avait bien compris tout ça, mais elle savait aussi que j'avais probablement le bon profil et que c'était aussi bien voilà, que ça me correspondait. Et donc elle s'est pas opposée. Alors après, pour l'histoire, c'était en 2007, c'est-à-dire que c'était pas le même contexte en 2007 que en 2016 ou 17. Et moi après, j'avais essayé, je crois que c'était en 2016, donc on était juste après les attentats, et je cherchais, je passais beaucoup de temps à essayer de profiler des bons candidats. Et j'avais
j'avais trouvé, on va dire, une perle rare. Alors j'en ai trouvé plusieurs, mais là c'était une vraie perle rare mais il cochait toutes les cases. Et je lui avais dit, on avait pris plusieurs fois on avait pris un café ensemble et je lui avais dit, attention, faut vraiment que il y ait une adhésion familiale. Et malheureusement, enfin je dis malheureusement, mais il a fait le bon choix. Hein. Il a été honnête, il en a parlé. Il venait d'être jeune papa. On était encore une fois après les attentats. Et sa femme, alors je suis pas rentré dans les détails, mais je sais que entre guillemets, son projet personnel a été imprimé sur son projet professionnel, et il a fait un bon choix parce que sinon ça peut pas marcher. Si vous n'êtes pas 100% disponible et qu'il y a une angoisse qui est en plus partagée par la famille et voire augmentée parce que ce sera la réalité. Ben là, c'est destructeur. Alors peut-être pas à court terme, mais à long terme, vous allez en prendre plein la figure. Et moi, c'est parce que c'était pas lui rendre service, et donc il est pas venu. Et après, je me suis posé la question. Je suis certain que ça aurait été en 2016 ou 2017, mon ex-femme m'aurait dit no way. Et j'aurais voilà. Après, ça c'est il faut que ce soit un projet à la fois personnel, professionnel, mais évidemment avec une adhésion de votre entourage propre, parce que vous en aurez forcément besoin. Et si il y a c'est pas un conflit, mais parce que les émotions faut les partager, parce que les craintes faut les partager, parce que voilà tout ça, et ça c'est compliqué. Bah, je trouve ça intéressant qu'on en parle parce que même si c'est évidemment à une autre échelle, quand on est entrepreneur, de la même manière, on a besoin du soutien de l'entourage et en particulier du conjoint. Et c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui, quand ils ont un rêve ou une envie, forcent un peu les choses. Et là, si j'entends bien ce que vous nous dites, c'est que bon, bah après, il faut faire des choix et ça peut mettre en péril le couple. Mais disons que le fait d'être soit dans le déni, soit de pas en parler, soit de forcer les choses, se retourne en général contre nous, quoi. Si je comprends bien. Mais c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut laisser du temps. C'est que le temps, ça permet de convaincre sans tricher, c'est-à-dire en étant authentique, en étant soi-même. Ça, c'est indispensable. Et montrer à l'autre ou aux autres, parce que c'est et au sein d'une équipe, ou d'une entreprise, c'est une équipe. Il faut être authentique. Il faut pas essayer de tricher et d'essayer de voir comment on va éviter ou éluder les problèmes et se cacher derrière quoi que ce soit. Parce que là, on se plante avec les tensions du monde moderne. À mon avis, plus on trichera au départ, plus on le paiera cher après. Et un entrepreneur, alors oui, il est seul, parfois il porte beaucoup de responsabilités, il a sa vision, mais il faut qu'il arrive à la partager, ou en tout cas à être suffisamment convaincant pour fédérer avec lui, et fédérer évidemment, bah il y a sa bulle familiale, et ça. Alors je suis jeune entrepreneur, mais je pense que le temps est un allié précieux. Ouais. Oui, aussi, ne serait-ce que pour montrer que c'est pas une lubie et que c'est pas juste votre prochaine nouvelle bonne idée qui va en fait passer 3 mois plus tard, quoi. Et puis pas tricher, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous faits pour être entrepreneur, on n'est pas tous faits pour être dans tous les. Enfin, l'authenticité, elle est indispensable. Et quand je parle d'authenticité, c'est soi-même dans sa glace, devant sa glace. Faut pas se tricher la seule personne avec qui il faut pas tricher. Je dis pas qu'il faut tricher avec les autres, hein, mais en tout cas avec soi-même, faut jamais tricher. Et ça, c'est pas évident. Ouais. On l'a tous fait, hein, mais moi, en tout cas, c'est vraiment, je pense, l'enseignement que je tire de ma première partie de vie, on va dire, c'est vraiment être très honnête avec soi-même. Ça pousse aussi à être honnête avec les autres, et très, très authentique. Enfin, c'est-à-dire, on a des qualités. C'est-à-dire, moi, je suis loin d'être. J'ai de gros défauts, mais je le sais. Voilà, j'ai une bonne cartographie. Enfin, j'essaye d'avoir la meilleure cartographie émotionnelle
et puis prendre du temps et pas chercher à vouloir avancer trop vite. Bon, on s'éloigne un peu de... Comment? Pas toujours facile de pas vouloir avancer trop vite. Non, puis puis vous prenez... Mais, et puis alors aimer, c'est pas... Mais aimer l'échec, entre guillemets, l'échec qui fait avancer. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris de ces dernières années et toutes ces crises. Ça me fait une belle transition, Mathieu. On arrive à la fin de cette conversation et j'ai toujours des questions un peu perso, un peu philosophiques, on va dire. En tout cas, j'aime bien considérer qu'elles le sont, que j'appelle mon crible. La première, justement, c'est: est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec, votre plus bel échec, si je puis dire? Puis surtout, les enseignements que vous en avez tirés. Qu'est-ce qui vous a appris, concrètement, cet échec? Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors, par respect pour certaines personnes, je donnerai pas les détails de l'échec, mais c'est un vrai échec personnel dans mon cadre professionnel en tant qu'anesthésiste réanimateur, qui est extrêmement difficile, à vivre, mais ça m'a appris énormément. Parce que dès le début, je me suis dit, 1, je vais assumer. 2, je vais pas, ça ne va pas modifier la confiance que j'ai en moi. Ça va modifier beaucoup de choses, mais pas la confiance que j'ai en moi. C'est-à-dire que je suis un bon médecin. Toutes les équipes avec lesquelles j'ai travaillé ont confiance en moi. J'ai comme tout le monde, je suis pas loin d'être parfait. Et j'ai plein de défauts. Mais ce capital confiance, il est là. Et par contre, évidemment, je vais chercher à tirer tous les enseignements, c'est-à-dire à être très honnête, tirer tous les enseignements pour ne jamais refaire ça. Et ça, c'est dur parce que là, encore une fois, seul le premier soir devant la glace, ça fait très mal, mais derrière c'est une énorme force, c'est un capital force extrême, et donc oui, ça m'a c'est un échec qui m'a fait énormément grandir, à la fois humainement et professionnellement. Voilà, après je peux pas rentrer dans les détails. Non, mais je comprends. Mais je pense qu'on comprend entre les lignes. Voilà. S'il y avait quelque chose à refaire, Mathieu, personnellement, professionnellement, qu'est-ce que vous referiez différemment? Mais ça, c'est une question que j'aime pas, parce j'assume tout, les bonnes comme les mauvaises. Vous avez le droit. Non, mais je comprends très bien la question, mais j'ai un peu répondu avec la question précédente, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'après, c'est comme si j'étais confronté à certaines situations que j'ai déjà vécues, comment je vais maintenant, avec tout le bagage que j'ai acquis, comment je ferais encore mieux, comment je serais meilleur, comment j'emmènerais encore plus facilement des équipes, comment je managerais demain une équipe. Voilà, mais ce qui a été fait est fait, et encore une fois, j'assume pleinement ma part de responsabilité, et donc je cherche pas à refaire le passé. Mon passé, il me va très bien. Par contre, je sais que il y a beaucoup de choses sur lesquelles probablement je prendrai certaines décisions différemment. Je recruterai sur le management. Oui, j'ai appris beaucoup de mes années au RAID, mais je regrette rien. Je ferai différemment. Qu'est-ce que vous trouvez beau, soit au sens littéral, soit au sens métaphorique? Les jeunes. L'espoir que j'aime beaucoup ça m'arrive d'avoir des échanges. J'ai vécu il y a pas si longtemps que ça une expérience incroyable. C'était des chefs d'entreprise qui s'étaient réunis avec leurs enfants. Ouais. Et c'était génial.
C'est-à-dire qu'on a parlé de ces sujets-là, de la performance collective, de l'humain confronté au stress, à l'incertitude, mais avec des jeunes. Et moi, j'ai trouvé ça fantastique. Parce qu'ils sont pleins. Voilà, je trouve qu'ils ont. Il y a parfois des choses qui vont pas, mais ils me donnent beaucoup d'espoir. Ça va un peu contre les idées reçues, parce que ça va contre les idées reçues, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle qui se plaignent de la jeunesse, vous savez, en nous expliquant que vraiment c'est plus comme avant, etc. Donc je vois que c'est pas votre cas. Ah non, puis qui continue à se plaindre, moi ça me. Non, ça a jamais été mon cas, mais encore moins maintenant, et qui a évidemment que la société elle change. Mais nos grands-parents ils disaient déjà la même chose, donc. Bon, et finalement, on n'est pas complètement, on n'a pas tout foiré, donc ouais, moi, il faut vraiment qu'on ait confiance dans cette jeunesse, parce que si nous on leur donne pas cette confiance, alors ils ont raison de douter, quoi. À l'inverse, Mathieu, qu'est-ce qui vous irrite, qu'est-ce qui vous énerve, qu'est-ce que vous aimez pas voir? Le manque de sincérité et d'authenticité. Et puis, alors m'irriter, ça m'irrite pas, parce que maintenant j'ai vraiment appris. Moi, j'essaie de me concentrer sur ce que je maîtrise, sur là où j'ai un levier pour agir, et le reste, j'essaie de le mettre de côté. Et c'est valable pour les émotions comme sur les relations interhumaines. Et donc, voilà, ça m'irrite pas, mais c'est vrai que un monde trop concentré sur la communication, sur si on parle des émotions, mais j'adore les émotions, mais quand elles sont synonymes d'action, quand on va pouvoir faire quelque chose, les émotions où on est passif devant sa télé, à regarder des choses, enfin, pour moi ça c'est pas bon, ça va pas dans le bon sens, et surtout on est en train de détruire nos qualités intrinsèques pour faire face aux réelles émotions, à la réelle souffrance ou à la réelle difficulté. C'est que à force de bouffer de l'émotion qui passe de façon passive sans pouvoir agir, avec en plus la notion qu'il faut être, enfin, c'est un sujet délicat, mais ça, oui, c'est pas que ça m'irrite, mais ça me déçoit. Et je pense dire que vous aimez pas les gens qui prennent pas leurs responsabilités, qui se... ouais, ça veut un peu dire ça. Mais non, parce que c'est encore autre chose. Mais oui, évidemment. Alors ça, je supporte pas. Mais moi, il y a une phrase que je voudrais interdire. Alors, je le dis tout le temps à mes enfants. Donc, je l'interdis uniquement à mes enfants, parce que c'est encore avec eux que j'essaye d'avoir un peu d'action. Mais c'est pas ma faute. C'est une phrase dans notre société, mais je la trouve mortelle. Et malheureusement, et en particulier dans des moments difficiles, où on a parlé d'échecs, on a parlé d'erreurs, on parle de tout ce que vous voulez. La phrase, c'est pas ma faute, mais pour moi, je serais DRH dans une entreprise, je mettrais des panneaux partout. C'est la phrase à bannir. C'est ça, et j'ai le droit. Les deux, et elles vont ensemble. Mais elles sont, c'est destructeur. Et c'est destructeur parce qu'en fait, on se trompe, ça nous détruit, ça nous enlève cette capacité justement pour faire face et pour rebondir d'événements qui, au départ, évidemment, nous plaisent pas. On en est bien conscient. Ça nous rend passif, quoi. Ça nous rend passif plutôt que d'être acteur de notre propre vie. Et ça nous renvoie à la passivité par rapport et passivité, ensuite, c'est l'assistanat, parce que, comme on réagit pas, la seule solution, on va éventuellement vous assister pour éviter le naufrage complet. Or, il faut assister, hein, je dis pas le contraire, il y a plein. Vous en êtes la preuve vivante. Non mais oui, non mais évidemment qu'il y a, il faut s'entraider, mais on a aussi en chacun de nous énormément de force. Et d'ailleurs, moi, il nous faudrait une autre émission, mais j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient vécu des drames personnels. J'avais rien à voir avec eux, mais qui étaient allés d'échec en échec sur le plan du soutien psychologique
Et ça m'est arrivé d'en rencontrer quelques-uns. Et moi, je suis pas du tout psychiatre. Je suis peut-être pas la bonne personne, mais je leur ai dit, mais moi, ce que je vois en toi, c'est beaucoup de force. Et les gens qui veulent t'aider, ils t'aideront d'autant plus que c'est toi l'acteur de ta reconstruction entre guillemets. Et quand je vous parle de drame, c'est des gens qui avaient vécu des trucs. Je n'en parlerai même pas tellement c'était dur. Donc et rien qu'en leur disant, mais moi j'ai vu dans tes yeux, parce que moi j'aime beaucoup la transmission par le regard. J'ai vu dans tes yeux cette force de faire face. Et déjà, là, ils vous sourient. Leur visage change et leur visage s'illumine. Ça veut dire que c'est en eux, ça existe, sa lumière, elle est là. Et après, il faudra les aider. Et évidemment qu'il faudra les accompagner. Évidemment qu'il y a plein de gens très compétents pour aller les accompagner pour apporter une aide. Mais moi, l'aide sur quelqu'un qui malheureusement est en train de sombrer, je n'y crois pas. Or, on a en nous les forces. Et donc, quand je parle de passivité, voilà, il faut peut-être inverser, juste en disant, attends, on a en nous des qualités pour faire face. Et quand je dis nous, c'est individuel, mais c'est aussi au sein d'un collectif, une famille, une entreprise, un groupe comme le RAID et autres. Et après, on trouvera les moyens d'être accompagné. Mettre le masque sur soi d'abord, et puis ensuite sur les autres. Ouais, mais bon, parfois il y a des gens qui me disent ouais, mais non, il y a des gens qui souffrent vraiment, il y a des gens qui ont, et j'en suis conscient, c'est mon métier, je le vois bien. Mais je suis malheureusement, je suis été fabriqué comme ça, c'est-à-dire que je suis persuadé qu'on a, voilà, on a tous en nous une capacité d'agir malgré les drames et les événements, les émotions, et que ça faut le cultiver. Alors ça veut pas dire qu'il faut se prendre des baffes dans la gueule toute la journée, mais faut pas le tuer. Et on est dans une société qui est en train d'essayer de tuer ça. Et ça, tu me demandais ce qui me rend triste ou qui m'irrite. Alors ça m'irrite pas, mais ça me rend triste. Je comprends et je partage. Je vous remercie, Mathieu. J'ai encore quelques petites questions. Une maxime, une citation qui vous touche, qui vous tient à cœur, que vous aimez, que vous dites à vos enfants, que vous pourriez nous partager? Alors j'adore utiliser des citations, mais c'est quelque chose on le fait beaucoup. Moi, je t'ai dit la phrase c'est pas ma faute. Alors c'est pas une citation, mais ça j'aime bien. Après il y avait Mike Tyson, qui est un grand philosophe, qui avait dit un jour, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il ait pris un point dans la figure. Alors je l'utilise beaucoup dans le cadre de l'entreprise parce que malheureusement c'est tellement vrai. Et encore une fois, alors lui c'est pour moi c'est la définition on parle du leader opérationnel qui vient de la base ou du terrain. Ben voilà, des points dans la figure, lui il en a pris tellement que ce qu'il dit ça a du poids, quoi, ça a du sens. Il est authentique. Donc sa citation, forcément, moi, elle résonne à 1000%. Elle est assez géniale. Je crois que c'est en anglais Everyone has a plan until they get punched in the face. Un truc comme ça, elle est énorme. c'est exactement ça, je me suis pas permis de la faire en anglais. Vous pouvez. Non. Une croyance qui est controversée. Alors, on en a un peu parlé, c'est une question que j'aime bien. Est-ce que vous constatez que le monde autour de vous et de nous ne partage pas un certain nombre de valeurs ou de croyances qui pourtant, pour vous, sont des vérités? Une croyance que... Vous l'avez un peu dit quand même, je me permets, mais cette notion de se sauver soi-même avant de demander de l'aide, je pense que ça en fait un peu partie, je pense. Oui, j'essaie de... Alors déjà, moi, le mot croyance, je suis un petit peu... c'est pas celui je l'aime pas trop non plus, mais... C'est pas celui qui me met le plus à l'aise. Et qui est controversé.
Controversé au sens où vous constatez que c'est plutôt pas partagé autour de vous, quoi. Mais moi, je pense on est en train d'avoir. Moi, je vais pas faire de la politique ou de la grande philosophie, mais c'est vrai que en plus je connais bien les flics, donc je les aime. Je pense on est tous là pour faire le bien autour de nous, quel que soit son rayon d'action entre guillemets. On est tous quand même portés vers un engagement qui nous pousse à apporter du bien-être pour nous et pour autrui. Et on est dans une société où on essaye d'être tous les uns contre les autres. Et ça, moi, alors ça, c'est pas une croyance, mais en tout cas, moi, je crois, alors à l'inverse, personnellement, que on dit qu'il y a du bien en chacun de nous, j'en suis mais intimement convaincu. Après, on a le droit de pas penser tous la même chose, on a le droit de pas être tous d'accord, on a le droit politiquement, on a tous des opinions différentes, mais moi, quelqu'un même de l'extrême gauche à l'extrême droite, il y a des idées que évidemment je partage absolument pas, mais je pense personnellement que c'est pas pour détruire que il y a de la peur, il y a plein de choses qui poussent sur les extrêmes en particulier, mais c'est pas pour détruire la société. C'est évidemment on pense trop à sa gueule et on est dans une société hyper individualiste, mais clairement l'homme il a besoin de relations humaines et de relations qui soient constructives et pas destructrices pardon. Et ça en tout cas moi je crois à ça et malheureusement je pense qu'on est dans une société qui veut cliver tout le monde qui veut beaucoup de clivage et moi je me reconnais pas du tout là-dedans. Je vous remercie d'avoir partagé ça avec nous. Là c'est très perso hein, mais je le garde pour moi. Et quelques milliers de personnes qui vont qui vont le savoir. Ça reste entre nous. Non, parce qu'il y en a qui vont te dire que non, mais c'est terrible parce que moi je suis vachement dans la modération en fait. Et je suis voilà, et les extrêmes évidemment je les comprends pas. Je les comprends pas. Parfois il y a des raccourcis que je peux je sais ce que peut être la souffrance de certaines personnes, que ce soit avoir l'impression, si c'est pour l'extrême gauche, que c'est toutes les richesses sont confisquées, que ceci, que cela. Évidemment que je comprends. Enfin voilà, je vois bien quel est le raccourci qui peut mener à ça. Je sais bien quelle est la vie que certaines personnes ont. Après sur les solutions, malheureusement, je suis pas d'accord. Parce que je sais que l'histoire a montré que ça n'avait pas beaucoup ça serait un échec. Et puis je peux aussi, même si j'adhère absolument pas, mais je connais des personnes qui là aussi font des raccourcis malheureux, qui essayent de cliver une partie de la société contre une autre, une religion contre une autre. Voilà. C'est uniquement malheureusement souvent porté par la peur. Mais encore une fois, il y a pas que, ils sont pas détestables pour autant et faut voir. Il y a probablement plein de bonnes choses à faire dans une société qui doit pas être plus clivante qu'elle n'est actuellement et il faut qu'on travaille tous ensemble à ça. Ça a rien à voir avec mon boulot. Hein. Merci d'avoir partagé en tout cas. Ma dernière question pour vous, Mathieu, c'est est-ce qu'il y a un livre ou deux livres, on va dire, qui vous ont particulièrement marqué, que vous pourriez nous décrire et nous dire pourquoi vous nous les recommandez? Pourquoi est-ce qu'ils vous ont fait réfléchir différemment, ils vous ont fait changer? Enfin, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Alors, je lis beaucoup, donc il y en aurait plein, mais il y a alors il y en a un, c'est une anecdote plus que, mais j'ai adoré parce que c'était entre fragilité et force. C'est Deux petits pas mouillés sur le sable. Je sais plus le nom de. Deux petits pas mouillés sur le sable, je connaissais pas du tout. Deux pas mouillés sur le sable ou deux petits pas, je sais plus le titre exact.
c'était une femme, c'était son premier livre et je crois que c'est son dernier, qui a écrit son histoire personnelle avec, en fait, c'est le pas c'est sa fille en premier, je crois, qui est elle découvre par sa marche dans le sable une maladie grave dont elle va malheureusement décéder, et puis après elle s'aperçoit que son deuxième enfant est atteint. Enfin, elle raconte tout ça, et c'est entre fragilité et force. C'est beaucoup d'émotions qu'elle partage. Et pour l'anecdote, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce que j'étais avec le RAID au sommet, on protégeait le sommet du G8 à Deauville, et on était dans une salle protégée juste à côté de la salle de réunion des chefs d'État. Donc j'avais quasiment en visuel les 8 plus grands chefs d'État de la planète, et je pleurais. Je l'ai lu ça se lit très vite, et j'ai passé 2 heures à pleurer, alors que j'étais en noir avec marqué RAID, médecin et tout. Et j'essayais pour l'histoire, j'essayais quand même de me cacher vis-à-vis de mes collègues parce que je me disais, putain, on pensait que le médecin, mais c'est quelle fiotte, ce qui était pas vrai. C'est-à-dire que moi, j'adore montrer mes faiblesses et mes fragilités. Et ce livre, c'est tout ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup de fragilité et de force en même temps. Voilà, c'est ça. Et puis il y en a un autre, c'est Hubert Joly. Récemment, c'est un ami qui m'a, comme je travaillais justement avec lui pour essayer de voir comment mon expertise pouvait se transposer sur l'entreprise. Et il m'avait invité à lire Hubert Joly, qui s'appelle L'entreprise, une affaire de cœur. Une affaire de cœur, ouais. Ouais, ou je crois que c'est ça. Et j'ai trouvé. Alors, j'avais l'impression en lisant que j'étais au RAID ou en médecine d'urgence. Donc, je me suis dit, finalement, en fait, ça répond bien à ma question. Est-ce que finalement des organisations vivent la même chose, peut-être pas au même niveau d'intensité? La réponse était évidemment oui, parce que donc Hubert Joly a dirigé Best Buy, qui était une énorme boîte américaine. Et en fait, quand il parle de management, c'est exactement tout ce qu'on a dit sur la confiance, sur les sélections, sur et il y en a d'autres, des livres comme ça. Mais c'est vrai que ce livre-là, en le lisant, je me suis dit c'est bon. On vit tous la même chose. Ce qui est applicable au RAID ou dans un service de médecine d'urgence, c'est tout à fait transposable dans une entreprise. Transposable, ça veut pas dire qu'il faut pas faire du copier-coller. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur essayer de voir des passerelles entre les médecins du RAID et les médecins hospitaliers. C'est pas le même monde. C'est pas du tout le même monde. Et il faut pas penser que là-bas c'était super, ça marche. Maintenant on va essayer de copier et on va faire la même chose. Ça c'est pas comme ça. Mais il y a quand même plein de petits outils qui peuvent être transposés, être repliqués. C'est-à-dire à chacun. Moi, quand je fais une conférence, j'essaie surtout pas de raconter à un chef d'entreprise comment il faut qu'il fasse. J'essaie de lui raconter comment moi, au travers de mon expérience, j'en ai tiré des enseignements, et d'essayer de, entre guillemets, de lui donner des clés de lecture pour qu'il se dise, oui, attends, à moi maintenant d'aller faire le dernier bout de chemin pour me dire, attends, ça m'a parlé, ça aussi, mais c'est sur des mots, en plus c'est sur c'est la confiance, ou est-ce que c'est du domaine particulier du RAID ou d'un médecin urgentiste ou anesthésiste réanimateur? Non, on en a tous besoin. Et donc, et voilà, on n'attend pas de moi que je vienne expliquer, j'ai pas fait HEC. Non, mais vous êtes prof à l'ESSEC, si je me trompe pas maintenant. Je donne des cours à l'ESSEC, oui, mais ça fait pas de moi un prof de management. Non, je partage mon expérience, et puis je mets en situation. J'aime bien faire ce que je sais bien faire, c'est essayer de les pousser sur des exercices qui vont essayer de révéler justement des attitudes, des comportements, essayer surtout de voir ensemble comment on va essayer de s'améliorer. Un exercice, le but c'est de se planter. Ça, parfois, c'est mal vécu.
Oui, alors qu'en fait, si jamais on le maîtrisait, on n'aurait pas besoin de faire l'exercice, quoi. Bah, si c'est pour dérouler la checklist ou le classeur pour vérifier que tout va bien, bah, on va aller boire une bière et ça ira aussi bien. On aura perdu moins de temps. Non, le but d'un exercice, c'est d'aller voir ce qui va pas pour le corriger. Et ça, au RAID, on fait ça, on a cette culture permanente. Après, c'est exigeant, hein, c'est fatigant. Ouais, c'est sûr. Mathieu, merci 1000 fois pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Alors, pour la petite anecdote, j'ai retrouvé le livre dont vous parliez, c'est 2 petits pas sur le sable mouillé. Ah bah voilà, j'avais tout dans le détail. De Anne-Dauphine Julien. Et puis le livre d'Hubert Joly. D'ailleurs, j'invite les auditeurs aussi à écouter l'épisode que j'ai fait avec Hubert Joly, qui était génial, où on a beaucoup parlé de son livre. Donc, l'entreprise, une affaire de cœur. Et Mathieu, je vous remercie 1000 fois pour votre temps. Si jamais, mes chers amis, auditeurs du podcast, vous avez envie d'en savoir plus sur Mathieu, bah déjà, vous pouvez le suivre sur LinkedIn. Et puis, vous publiez pas mal de choses. Franchement, c'est vraiment intéressant. Si jamais on veut peut-être booker une conférence avec vous, Mathieu, ou rentrer en contact, qu'est-ce que vous recommandez? Plutôt LinkedIn, plutôt? Moi, LinkedIn ou le site internet, mais bon, tout ça retourne sur la même personne ou les mêmes personnes. Donc, ouais. Mais c'est vrai que LinkedIn, c'est un bon moyen. Ça fonctionne plutôt bien, c'est efficace. Communiquer. Et puis dernière chose, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que c'est que d'être médecin du RAID, eh bien donc le livre de Mathieu, Médecin du RAID, vivre en état d'urgence, où donc il fait le récit de tous ces moments de crise et comment humainement les gérer. Mathieu, je vous remercie 1000 fois pour le temps que vous avez consacré à moi, au podcast et puis à notre audience. C'était très précieux. Et j'espère qu'on aura le plaisir de se rencontrer en vrai à l'occasion. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.